La philosophie romaine. C'était juste une simple copie de la philosophie grecque, un genre de vin grec dans des bouteilles romaines? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de vraiment unique qui a germé sur le sol italien? C'est la grande question, oui. Et pendant très longtemps, la réponse qu'on donnait est assez cynique. On les voyait comme de simples traducteurs, c'est ça? Exactement, de simples traducteurs ou des conservateurs un peu zélés, au pire des vulgarisateurs d'idées qui étaient nés et perfectionnés à Athènes. On voyait un peu Rome comme une province intellectuelle de la Grèce. C'est une image qu'elle a vie dure. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on s'est plongé dans pas mal de sources, notamment des extraits du Oxford Handbook of Roman Philosophy. Et notre mission aujourd'hui, c'est un peu de partir à la recherche de cette saveur si particulière de la philosophie à Rome. Mhm. On va se concentrer sur deux traditions qui, d'après ce qu'on a lu, ont pris une dimension complètement nouvelle en Italie. D'un côté, une tradition presque autochtone, le pythagorisme qu'on appelle italique, Oui. et de l'autre, les adaptations romaines d'une philosophie importée, l'épicurisme. Le parcours est vraiment intéressant. D'abord, on va essayer de remonter un peu le courant à la recherche de racines philosophiques presque natives avec ces penseurs italiques. D'accord? Et ensuite, on verra comment les Romains ont pris un système grec bien établi, comme l'épicurisme, et l'ont en quelque sorte forcé à se transformer, à s'adapter à leur propre culture, à leurs angoisses. Ce n'est donc pas juste une traduction. Non, c'est bien plus. C'est une appropriation culturelle, et parfois même, c'était un combat. Alors, commençons par ça, par cette quête d'une philosophie vraiment romaine. C'est un projet qui obsédait un peu Cicéron, non? Totalement. Dans ses dialogues, il met en scène Caton l'Ancien, qui parle avec une sorte de nostalgie de ces fameux philosophes italiques. Il dit qu'ils étaient, et je cite, « presque nos compatriotes ». Qui c'était en fait? Alors, ce que fait Cicéron ici, c'est d'une grande finesse, à la fois politique et culturelle. Quand il dit italique, il désigne bien les communautés pythagoriciennes qui étaient installées dans le sud de l'Italie. En Grande Grèce. Voilà. Mais en utilisant l'expression qui était autrefois appelée italique, il suggère une tradition plus ancienne, presque perdue, une tradition qui serait antérieure à l'hégémonie culturelle d'Athènes. Ah, d'accord. Ce n'est pas juste une question de géographie alors. Non, pas du tout. Nos sources rappellent que le concept même d'Italie était encore assez flou à cette époque. Le but de Cicéron, c'était de construire un récit, de trouver une lignée philosophique indigène qui aurait pu, disons, nourrir la sagesse romaine avant même l'arrivée en masse des écoles grecques. C'est une quête d'identité en fait. C'est exactement ça. On se cherche des ancêtres intellectuels respectables. Mais bon, si on gratte un peu derrière cette construction de Cicéron, on trouve qui? Les sources parlent de penseurs de Lucanie, dans le sud de l'Italie. Oui, et c'est là qu'on trouve de vraies pépites. Prenez cette figure fascinante connue sous le nom de Pseudo-Aressase ou Ésara de Lucanie. D'accord. Il nous reste un fragment sur la nature de l'âme humain. Et à première vue, on pourrait croire qu'on lit du Platon. L'âme est divisée en trois parties. L'intellect, le nous, le cœur ou l'esprit combatif. Le thumos, oui, et le désir, l'épithumia. Le trio platonicien classique, quoi. Où la raison doit tenir les rênes et mater les passions. Eh bien justement, non. C'est là que tout bascule. Hein? Chez Platon, l'objectif, c'est la domination de l'intellect, une sorte de monarchie de la raison. Chez Pseudo-Arestos, le but, c'est l'harmonisation des trois parties. L'harmonisation. Oui, il ne s'agit pas d'une hiérarchie rigide, mais d'une collaboration pour atteindre ce qu'elle nomme l'eunomia. On pourrait traduire ça par bonne législation ou bon ordre intérieur. C'est une psychologie du travail d'équipe. J'aime bien l'idée. Moins une dictature de la raison qu'une sorte de république de l'âme bien gérée. C'est une très belle image, oui. L'intellect persuade, le désir aime, et le cœur, plein de courage, se fait l'allié des deux autres. Mais est-ce que les sources nous disent comment ça marche en pratique? Quand, par exemple, le désir et la raison tirent dans des sens opposés. C'est une excellente objection. Le texte suggère que chaque partie doit être entraînée à jouer son propre rôle, sans empiéter sur celui des autres. La justice intérieure, elle naît du fait que chaque faculté remplit sa fonction, un peu comme dans une cité bien ordonnée. Donc on n'éradique pas les passions, on leur donne leur juste place. Voilà, c'est peut-être une sensibilité plus pragmatique, moins idéaliste que chez Platon. Ça correspond bien à une culture qui valorise l'ordre et la fonction de chacun. Et il y en a d'autres? Des penseurs comme ça? Oui, on peut évoquer brièvement un certain Pseudo-Éculus qui qualifiait la justice de mère et nourrice de toutes les autres vertus. Mais il y a une figure encore plus célèbre. Qui donc? Le poète Ennius,
un personnage extraordinaire qui se vantait d'avoir 3 cœurs. 3 cœurs. Oui, parce qu'il parlait le grec, l'osque, qui était une langue italique locale, et le latin. Il est vraiment à la croisée des mondes. Et dans son poème philosophique, Epicharmus, il expose une cosmologie qui lui est vraiment propre. C'est-à-dire? Il ne se contente pas de reprendre les 4 éléments grecs classiques. Ses 4 principes à lui, ce sont l'eau, la terre, l'âme et le soleil. Aqua, terra, anima, sol. L'âme, anima comme élément cosmique, au même niveau que la terre ou l'eau. C'est assez radical, ça. Ça change toute la perspective. Très radical. Pour Ennius, Jupiter, ce n'est pas le dieu barbu de l'Olympe, c'est l'âme du monde, une sorte de principe vital qui l'identifie à l'air ou l'éther, qui circule et anime tout l'univers. On est loin de la simple copie, là. Ah oui, complètement. C'est une vision panthéiste qui mélange des idées présocratiques avec une sensibilité probablement locale. C'est une véritable synthèse créative. D'accord. Alors, si je résume cette première partie, il semble bien qu'il y ait eu un vrai courant philosophique autochtone en Italie qui a mélangé des idées grecques avec des traditions locales pour créer quelque chose de nouveau. C'est tout à fait ça. Changeons de cap maintenant et intéressons-nous à une autre grande école à Rome, l'épicurisme. Le stéréotype, c'est que les épicuriens n'étaient que des disciples dogmatiques d'Épicure. Mais nos sources, elles, racontent une autre histoire. Exactement. Ce stéréotype vole en éclats quand on regarde de près. Prenez 3 figures. D'abord le poète Lucrèce. Tal avec la prose très austère d'Épicure. Oui, mais il y a plus. Il n'a pas seulement traduit. Il a appliqué la philosophie aux grands problèmes romains de son époque. La guerre civile, l'ambition politique, la superstition. Il a rendu la doctrine pertinente pour son temps. Voilà. Et il semble même introduire une notion qu'on reconnaîtrait aujourd'hui comme la mauvaise conscience. Il décrit comment le souvenir d'actes honteux mord à plusieurs reprises l'âme. C'est un ajout subtil mais très significatif. Ce n'est donc pas un simple disciple, c'est un adaptateur qui rend la philosophie vivante. Qui d'autre? Alors là, ça devient vraiment intéressant. Diogène d'Ouenoanda. Diogène. D'Ouenoanda. Au IIe siècle de notre ère, cet homme a fait graver des centaines de lignes de philosophie épicurienne sur un immense mur public dans l'actuelle Turquie. Attendez, un panneau d'affichage philosophique. C'est incroyable. Ça va complètement à l'encontre du précepte de « vivre caché » d'Épicure. Totalement. On est très loin du précepte de vivre caché, oui, c'est une rupture majeure. Et que disait-il sur son mur? Il innovait. Son message s'adressait aux Grecs et non-Grecs, à un cosmopolitisme typique de l'Empire romain. Sa version des maximes capitales d'Épicure est différente de celle qu'on connaît. Et il a même commenté l'art. Il disait que les statues des dieux devraient être avenantes et souriantes, et non pas effrayantes. Ça brise vraiment l'image de l'épicurien dogmatique et reclus. Mais parlons du cœur du problème, le plaisir. Je sais que les Romains avaient un souci avec ça. C'est un point crucial, on est au centre de la bataille culturelle. Le mot grec, c'est hédoné. Un plaisir calme, l'absence de douleur. C'est ça. Mais les Romains, Cicéron en tête, ont insisté pour le traduire par voluptas. Et voluptas, ça a des connotations de plaisir sensuel, physique, presque de débauche. Ils ont créé un piège sémantique, un piège redoutable. Et ensuite, ils ont créé une fausse opposition, la voluptas contre la virtus. La virtus, la virilité, le courage, le devoir. L'idéal romain. Exactement. Sénèque en donne une image frappante. La virtus, c'est un soldat romain poussiéreux, les mains calieuses. La voluptas, c'est un personnage efféminé, doux, parfumé, qui se cache dans les tavernes. C'est un coup de maître de la rhétorique. Comment les épicuriens romains ont-ils pu riposter à ça? Alors, on a un exemple fantastique, l'homme d'État Cassius. Oui, l'un des assassins de César. Lui-même, il était épicurien. Dans une lettre à Cicéron, il refuse d'utiliser le mot piégé voluptas. Il fait quelque chose de très habile. Il passe au grec. Précisément, il bascule en grec et il affirme que l'hédoné, la vraie, s'obtient par la virtus, par la justice, par le bien. Il refuse la fausse opposition. Il réhabilite l'épicurisme aux yeux de la culture romaine. Il dit, en substance, pour être un bon épicurien, il faut être un bon romain. Votre caricature est fausse. Ça montre bien comment ils ont dû naviguer et adapter leur philosophie dans un contexte souvent hostile. Alors, pour revenir à notre toute première question, est-ce que la philosophie romaine n'était qu'une importation grecque? La réponse semble être un non assez retentissant.
Oui, un non catégorique. Que ce soit avec l'ancienne tradition italique, qui crée une psychologie unique, ou avec les épicuriens romains qui innovent pour survivre, on voit une pensée en mouvement, une force dynamique, C'était une conversation vivante, pas un musée poussiérement. qui façonnait ces philosophies pour les adapter à leur monde. En somme, ils ont pris le vin grec, pour reprendre la métaphore du début, mais ils l'ont fait vieillir dans leur propre fût. Et ça lui a donné un goût, une complexité euh, entièrement nouveau. C'est une excellente image. Ils ont forcé la philosophie grecque à parler latin. Et en parlant latin, elle a commencé à penser comme une romaine. Et pour finir, une dernière pensée à méditer. Les sources mentionnent que Sénèque, qui était stoïcien, utilisait parfois un langage qui sonnait très platonicien. Il décrivait le corps comme une prison de l'âme, par exemple. Mhm. Et ça soulève une question. Quand ces philosophes de l'Antiquité empruntaient des idées à leurs rivaux, est-ce que c'était une preuve d'ouverture d'esprit, une forme d'éclectisme? Ou bien, est-ce que c'était une forme très habile de combat philosophique, une stratégie pour absorber les armes de l'adversaire afin de renforcer sa propre position?